Bien, bonjour, merci de nous retrouver donc pour cette première session de webinaire qui est consacrée au solaire thermique, organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire. Donc ce premier niveau se déroule sur le thème de les idées reçues sur le solaire thermique. Et nous vous retrouverons le 6 octobre pour une autre session, ainsi que le 20 et le 27 octobre pour les deux dernières sessions dédiées à la thématique du solaire thermique, en passant par tous les aspects techniques, financiers et organisationnels. Et donc on commence par les idées reçues avec une première question. Donc, en effet, le solaire thermique produit pas d'électricité. Évidemment, la deuxième assertion est fausse également. Par contre, cette chaleur qui est produite, elle peut être transformée en électricité. On va le voir par la suite. Et sa fonction principale, évidemment, c'est de produire de la chaleur. Et on laisse Julie Rudy nous expliquer ce fonctionnement du solaire thermique. Donc, première idée reçue, le solaire thermique ne produit pas d'électricité. Photovoltaïque qui produit de l'électricité et le solaire thermique produit de la chaleur. Donc, du coup, il existe principalement, les capteurs solaires thermiques, ça fonctionne de la manière suivante. On va avoir un fluide qui va passer à l'arrière d'une plaque noire ou bleu foncé, et ce fluide va être réchauffé dans le capteur. Donc, ce fluide, ça peut être de l'air, de l'eau, ça peut être de l'huile thermique. Il y a plusieurs fluides qui peuvent être utilisés, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est quand même de l'eau. Donc, ce sont ce qu'on appelle les capteurs solaires plans vitrés, qui sont ceux qui sont le plus répandus. On verra par la suite les différentes utilisations. Donc, on verra plus en détail dans le deuxième webinaire, mais on va quand même en reparler un peu dans celui-ci. Donc, ce qui existe aussi, ce sont les capteurs hybrides PV thermiques. Donc, ce sont des capteurs qui ont une double fonction. Ils produisent de l'électricité d'une part, qu'on peut consommer directement ou vendre suivant le modèle que vous choisissez, et qui produisent de la chaleur. Donc, ce n'est pas de l'électricité qu'on transforme en chaleur, c'est on produit l'électricité d'un côté et on fait aussi du thermique avec un autre côté avec ce capteur. Donc, il existe deux types. On a l'hybride à eau, donc photovoltaïque avec derrière des tuyaux d'eau qui passent et qui vont, l'eau va être réchauffée par la plaque noire que constitue le panneau photovoltaïque. Donc, on peut faire de l'eau chaude sanitaire, du chauffage ou chauffer des piscines. C'est ici le cas ici, en ombrière, j'en parle juste après. Et on a aussi les capteurs aérovoltaïques. Donc, ceux-là, ce sont des capteurs qui... donc, c'est toujours un panneau photovoltaïque qui produit l'électricité. Et derrière, on a une lame qui permet de faire passer l'air. L'air est chauffé par les panneaux photovoltaïques et cet air est réutilisé dans votre système de ventilation pour chauffer, pour assainir l'air, etc. Et ça aussi pour les chauffe-eau thermodynamiques. Donc, si on prend ici l'exemple de la piscine de Sète, qui est avec des panneaux photovoltaïques thermiques, donc des panneaux PVT, on multiplie en fait les fonctions avec ce type de capteur. Donc, ça permet de produire de la chaleur, donc avec les tuyaux d'eau chaude qui passent derrière, pour les bassins et pour les douches de la piscine. On produit de l'électricité qui est en autoconsommation pour les pompes de filtration, etc. et tout ce qui est éclairage. C'est quand même une part très importante au niveau des pompes de la consommation d'une piscine. Et dans ce cas-là, on les a aussi installés en ombrière. Donc, peut-être que vous connaissez déjà, on en voit de plus en plus des ombrières sur les parkings photovoltaïques. Là, on a des capteurs PVT qui vont être installés en ombrière, donc qui vont permettre de créer des lombres pour les voitures qui viennent, pour les personnes qui viennent à la piscine. Donc là, on a une bonne équation entre trois usages. Et
Effectivement, donc certains ont répondu juste quand ils ont dit qu'on pouvait produire de l'électricité grâce à de la chaleur solaire. Donc là, on a ce qu'on appelle, donc on a plusieurs types de capteurs, c'est ce qu'on appelle des capteurs à concentration. Je vais en parler rapidement parce qu'on va moins en parler dans nos webinaires. Il faut savoir que ça existe. Donc les capteurs à concentration, on va concentrer en fait la lumière du soleil en un point grâce à des miroirs. Et donc ça va permettre de créer des hautes températures et ces hautes températures vont permettre de produire de l'électricité. Ok, maintenant question numéro 2. Le solaire thermique, c'est bien pour l'eau chaude sanitaire chez le particulier, le chauffage chez le particulier ou le collectif, les piscines exclusivement, la climatisation ou tous ces choix et bien plus encore. Alors effectivement, la bonne réponse était tous ces choix et bien plus encore. Donc comme on l'a vu juste avant, c'est vrai que c'est très intéressant pour les piscines, hein, mais en fait le solaire thermique a énormément d'usages différents. On va revoir par la suite. Donc le solaire thermique n'a pas beaucoup d'usage, ça c'est la deuxième idée reçue et c'est faux. Donc par exemple, si on regarde dans le logement, ce qu'on remarque, c'est qu'on a actuellement, c'est 66% de notre consommation énergétique qui est du chauffage et 11% l'eau chaude sanitaire. Donc ça, ce sont des besoins de chaleur. Et donc, vu que ce sont des besoins de chaleur, ça veut dire qu'on peut couvrir ces besoins par de l'énergie solaire thermique. Donc, effectivement, plutôt pour tout ce qui est logement, ce qu'on a comme application, c'est ce qu'on appelle le CESI, le chauffe-eau solaire individuel. Donc là, on va avoir des capteurs qui vont chauffer de l'eau, qui vont être stockés dans un ballon d'eau chaude sanitaire. Et donc, le particulier va pouvoir s'en servir pour ses douches, etc. Et on va avoir la même chose pour des logements collectifs, donc des immeubles, où on va avoir ce qu'on appelle le CESC, chauffe-eau solaire collectif. Donc là, on a des surfaces un peu plus importantes de capteurs avec des plus gros ballons, mais c'est exactement le même principe. On vient produire l'eau chaude de l'ensemble de l'immeuble. Aussi, donc on a dit qu'il y avait 17% d'eau chaude sanitaire en moyenne dans un logement. On a aussi 66% de consommation de chauffage et le solaire thermique peut servir au chauffage des maisons. Donc, on a ce qu'on appelle les systèmes solaires combinés. Donc, combinés parce qu'on fait et l'eau chaude et le chauffage. Donc, on a aussi ces capteurs qui viennent chauffer soit un ballon pour l'eau chaude sanitaire, soit qui vont venir chauffer les radiateurs, vos planchers chauffants. La seule contrainte ici, c'est qu'il faut que vos émetteurs soient hydrauliques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau qui circule dans vos émetteurs, autant le plancher chauffant que les radiateurs. Si ce sont des radiateurs électriques, ça ne fonctionne pas. Si on regarde maintenant ce qui se fait en France, là on est toujours dans la partie logement, on remarque qu'effectivement, quand même, ce qui s'installe le plus, ce sont les chauffe-eau solaires individuels. Et pour cause, en fait, ce sont les départements et régions d'outre-mer qui en installent le plus, avec 63% des surfaces installées en 2019. Et donc, ce sont principalement les capteurs que vous voyez à droite, ici. Donc, ce sont des capteurs qui sont assez simples d'utilisation. Donc en fait, vous avez le capteur ici solaire thermique et vous avez ici le ballon d'eau chaude. Donc vous en doutez bien, on les installe surtout dans les régions d'outre-mer parce qu'il fait chaud et qu'on ne va pas dans le négatif au niveau des températures. Ça, on ne l'installe pas dans la France métropolitaine. Donc c'est plutôt pour effectivement les régions où on ne va pas dans les températures négatives. Donc ici, ce qu'on remarque au fur et à mesure des années, bon, on voit une diminution des installations. En fait, il y a eu énormément d'aides de l'État dans ces années-ci, donc beaucoup d'installations. Ici, on en a un peu moins. Il faut savoir qu'actuellement, je n'ai pas les dernières années, hein, malheureusement pour l'instant. Mais là, on a une augmentation au niveau des installations due principalement aux différentes crises qu'on a entre le Covid et là, la crise de l'Ukraine. On a une hausse assez importante des demandes. Donc là, on va voir la courbe monter par la suite. Donc, principalement des chauffe-eau individuels. On a aussi des installations solaires collectives et un peu de systèmes solaires combinés. Donc, toutes ces installations, ça devrait prendre de l'ampleur par la suite.
En autre application, nous avons les piscines. Donc, effectivement, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la piscine de 7, on l'installe sur les piscines pour chauffer l'eau. C'est quand même un énorme poste de consommation pour les collectivités, les piscines. Et ça permet à certains endroits, ceux qui ont mis une installation solaire thermique, pour les piscines extérieures, ça leur permet d'augmenter la durée d'ouverture de la piscine. Comme ça, ils peuvent chauffer effectivement en intersaison. Donc, ils augmentent leur date d'ouverture et ça réduit considérablement les consommations d'énergie parce que c'est une consommation qui est vraiment constante. Ensuite, en autre application, nous avons les réseaux de chaleur et les process industriels. Les industries ont d'énormes besoins en chaleur et donc là-dessus, on peut installer du solaire thermique. De même, les réseaux de chaleur, donc pour la production, pour comment dire, une chaufferie centralisée pour une ville, une collectivité, etc., pour ceux qui ne connaissent pas les réseaux de chaleur, qui vont alimenter plusieurs bâtiments. Donc, ce sont des consommations qui sont vraiment très importantes. Toujours de l'eau chaude pour le chauffage, pour l'eau chaude, mais voilà, on chauffe de l'eau. Donc, c'est encore un endroit où les capteurs solaires thermiques sont très intéressants. Et donc là, sur cette carte, vous avez la liste des installations qui existent déjà en réseau de chaleur et en process industriel avec une surface supérieure de 100 mètres carrés. Donc voici la carte des installations qui existent, donc pour preuve qu'on peut vraiment en installer et que ça fonctionne. Une application un peu moins connue en France, mais qui se développe très bien dans les dom-toms ou en Afrique, par exemple, c'est ce qu'on appelle les applications low-tech. Donc tout ce qui est séchoir solaire, four et cuiseur solaire, la pasteurisation de l'eau. Donc, en fait, avec le solaire thermique, c'est clairement créer du chaud avec une plaque noire. Et donc, on peut vraiment, ça peut être produit vous-même. Vous pouvez créer un capteur solaire thermique. Et donc, c'est ce qu'on appelle du low-tech parce que c'est quelque chose qu'on peut fabriquer soi-même assez facilement. Et donc, on peut effectivement faire sécher des fruits, faire cuire de la viande, par exemple, ou des gâteaux avec ces différentes applications. On en voit de plus en plus. Il existe des associations qui se développent pour justement promouvoir ce genre d'application. Et il y a des formations aussi qui existent, ouvertes à tous, pour la création de systèmes low-tech en solaire thermique. Si on regarde les applications de la chaleur solaire dans le monde, je suis désolée, c'est en anglais, mais ce qu'on voit, c'est que ici en Europe, la plupart des installations, 63%, c'est l'eau chaude solaire individuelle, donc les SAISI, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on a aussi, c'est le pays où on a le plus de systèmes solaires combinés pour l'eau chaude et le chauffage, pour les maisons individuelles ou le collectif. Si on compare par exemple aux États-Unis, eux, ce qu'ils font le plus, c'est le chauffage de piscine. Voilà. Donc, ils utilisent un peu d'autres technologies. Et tout ce qui est eau chaude sanitaire pour le collectif et aussi pour le tourisme, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais l'eau chaude sanitaire, ça peut être utile pour les logements collectifs, mais aussi pour tout ce qui est tourisme, donc les hôtels, les campings, en fait tous les secteurs où on a d'énormes besoins en eau chaude. Il est intéressant de mettre du solaire thermique. Donc là, c'est principalement en Asie où ils font ce genre d'installation. Et région MENA. Donc, si on regarde l'évolution de la puissance installée, donc à gauche, vous avez l'installation de solaire thermique pour la production de chaleur. Parce que là, effectivement, on a quand même des installations solaire thermique pour la production d'électricité. Donc, comme on a vu tout à l'heure avec des centrales à tour, par exemple. Mais ce qu'on voit vraiment pour les installations solaires thermiques pour la production de chaleur, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'est pas si loin que ça par rapport au solaire photovoltaïque. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude de voir beaucoup plus de solaire photovoltaïque, mais il faut savoir que c'est une application qui se fait bien, à savoir aussi que ce sont des capteurs qui sont plus performants. On va en parler par la suite. Donc voilà pour cette partie-là. Ok, donc idée reçue numéro 3, le solaire thermique, ça ne fonctionne que dans le sud. C'est totalement faux. Alors, pourquoi ? Il est vrai que dans le sud,
on a en général plus de soleil que dans le nord. Donc ça, oui, c'est vrai. Mais il faut savoir que le solaire thermique permet de récupérer entre 50 et 80% de l'énergie solaire qu'il reçoit, que le capteur reçoit. En comparaison, si on prend un panneau photovoltaïque, donc pour la production d'électricité, on est plutôt dans les 20%. Donc un capteur solaire thermique produit en général 3 fois plus qu'un panneau photovoltaïque si on veut comparer. Après, ce n'est pas la même utilisation, hein. On reste là-dessus. Donc en général, tout confondu nord et sud, une installation pour le chauffage et ou l'eau chaude chez un particulier, on peut réaliser entre 30 et 70% d'économie sur les consommations de la maison. Donc ça, c'est une première chose. Et il faut savoir aussi que si on regarde par exemple sur le chauffage, il est vrai que dans le sud, vous avez plus de soleil et en général, on a moins besoin de chauffer. Donc le capteur solaire thermique ou l'installation, si on la met pour faire du chauffage, va servir moins longtemps parce qu'on en a moins besoin. Alors que dans le nord, dès qu'il y a du soleil, ça va être rentabilisé. Ce qui fait que au niveau économie, on se retrouve quand même avec des systèmes qui sont tout aussi intéressants et performants dans le nord que dans le sud, parce que les plages d'utilisation ne sont pas les mêmes. En fait, tout dépend de l'usage de l'installation. Là, je vais parler de réseau de chaleur, parce que quand même, le but, c'est quand même qu'on parle de solaire thermique sur réseau de chaleur à l'issue de ces 4 webinaires. Donc, vous retrouverez un outil tout récent qu'on a fait qui s'appelle MapJSol. Donc ça, c'est un outil qui reprend la carte que vous avez vue sur toutes les installations, les grandes installations solaires thermiques en France. Donc autant sur les industries que sur les réseaux de chaleur. Donc elle est toute nouvelle, là c'est une avant-première que je vous donne. Et donc sur cette carte, vous retrouverez des informations sur ces différentes installations. Donc, ça va vous rerouter sur certains liens de fabricants et des personnes qui ont fait ces installations, par exemple, et ça va vous donner les informations clés. Donc, si on prend comme exemple le réseau de chaleur de Creutzwald, qui est ici, et si on prend, par exemple, un réseau de chaleur à Vorep, donc ici, en région Aura, et un réseau de chaleur à Narbonne, dans le sud, qui est là. Donc là, vous avez 3 types d'installations, vous avez 3 types de surfaces différentes. Et ce qu'on remarque, c'est que autant dans le nord que dans le sud, on a des, je suis désolée, je ne suis pas précis pour Narbonne, mais en gros, on a un coût du kilowattheure solaire qui est très intéressant. Et donc, même si la production n'est pas la même, on a un coût de la chaleur qui est intéressant. Donc, que vous soyez dans le nord ou dans le sud, une installation solaire thermique peut être très pertinente suivant votre projet, suivant la surface installée. Et donc, c'est pour ça qu'après, il faut se renseigner et faire des études pour connaître la pertinence d'une installation. On a une question. Oui. Je peux te la poser? Vas-y. On a dit que le solaire thermique pouvait être aussi intéressant pour faire de la climatisation. Oui. Alors, pour faire de la climatisation, c'est vrai que du coup, je n'ai pas abordé le sujet. C'est vrai qu'on peut en faire. On va tout simplement utiliser la chaleur du solaire avec une machine à absorption. Donc, c'est une machine qui va transformer le chaud en froid. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas pouvoir en dire plus sur ce sujet. Il faut savoir que ça existe. Ça se fait encore. On n'a pas encore beaucoup d'installations dans ce domaine-là, mais il faut savoir que ça existe et que ça va se développer dans les années à venir. Autre question, comment est calculé le coût du mégawattheure solaire? Alors, forcément, le coût du mégawattheure solaire, il est calculé en fonction du coût de l'installation parce que une fois que vous avez fait votre installation, le kilowattheure solaire, il est gratuit. Parce que ce que vous produisez, le soleil, ce n'est pas facturé. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le coût de votre installation au moment où vous l'installez. Donc, on prend en compte le matériel, on prend en compte la pose, on prend en compte aussi la maintenance de l'installation et on le divise sur le nombre d'années d'une durée de vie standard de l'installation qui est de 20 ans. À savoir qu'une installation solaire thermique, elle peut durer plus longtemps. Et là, je suis en train d'avancer dans le temps. Oui.
Mais du coup, il faut, enfin voilà, c'est des calculs qui sont faits comme ça. On divise en fait le coût de l'installation par le nombre de mégawattheures qu'on espère produire dans l'année. Donc il y a une étude qui est faite sur des données météo standards, mais effectivement, ça peut changer d'une année sur l'autre. Des années, on va plus produire, des années, on peut peut-être moins produire, mais c'est lissé sur 20 ans. C'est tout bon pour les questions. Je n'ai pas forcément l'affichage, Oui. mais... On prendra un autre salve de questions un peu plus tard. Ouais. Ok. Alors, je reprends. Hop. Donc là, j'en étais à trouvez-vous le solaire thermique esthétique? Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment pour avoir vos avis sur la question. Donc oui, non, c'est pas important et je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bon, là, je pense que vous en avez vu un petit peu, mais sait-on jamais, ça vous donne peut-être pas d'idée de ce que ça donne en vrai. Ok, l'esthétisme n'a pas d'importance. C'est bon à savoir parce que il y a encore beaucoup d'endroits où l'esthétisme a une importance. Alors là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que forcément, ça dépend de vos goûts, ça dépend de chacun. Mais donc voilà, il faut savoir que c'est une idée reçue. Le solaire thermique n'est pas esthétique. Il y en a beaucoup qui trouvent ça pas forcément très beau. Donc du coup, il y en a qui veulent pas installer ça sur leur maison ou qui veulent pas voir ça du tout. Bon, ça, c'est vraiment selon vos goûts et puis peut-être aussi selon vos convictions, parce qu'effectivement, là, je vois que quand même 50%, plus de 50% pensent que ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est très bien, parce que c'est vrai que de base, c'est quand même un système pour produire de l'énergie. Et c'est quand même plus important de faire des économies et de réduire l'impact CO2. Mais donc, je vais quand même vous montrer comment on peut installer de manière différente ces capteurs solaires thermiques. Donc, par exemple, on a la pose en intégration. Donc, voilà, je vous ai mis plusieurs maisons avec ce type de système. Donc, en intégration, ça veut dire que les capteurs solaires thermiques remplacent la couverture de la maison. Donc, on enlève des tuiles et on met à la place les capteurs solaires thermiques qui servent de couverture aux capteurs, à la toiture, pardon. Ensuite, on a la surimposition. Donc, la surimposition, c'est qu'en fait, on va venir poser sur la toiture. Donc, les fixations, on ne va pas se mettre sur les tuiles parce que ça risque de pas très bien tenir. On vient se fixer dessous sur la charpente de la toiture. On va venir poser les fixations dessous. On va recouvrir avec les tuiles et on va poser un châssis. Et sur le châssis, on va venir poser les capteurs. Donc là, effectivement, ça dépasse un petit peu de la toiture. Alors, un autre type d'installation un peu moins connu, on peut mettre en façade. Alors, mettre en façade, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'inclinaison, mais il faut savoir que pour optimiser l'inclinaison d'un capteur, je pense que beaucoup savent, mais pas tous, il faut que le rayonnement soit bien perpendiculaire au capteur. C'est pour ça qu'en général, on dit que l'inclinaison optimale, elle est d'environ 30 degrés, parce que c'est là où on optimise par rapport à l'ensoleillement plutôt l'été. Il faut savoir quand même que le soleil bouge en fonction de l'année. Donc en hiver, le soleil est plus bas et en été, le soleil est plus haut. Donc en hiver, si on veut avoir un rayonnement perpendiculaire, on peut plus incliner les capteurs donc vers plutôt 60 degrés. Donc c'est pour ça que pour faire par exemple du chauffage, où le chauffage on en a plus besoin en hiver, ça peut être intéressant de mettre des capteurs en façade et ça peut tout à fait être rentable. Donc voilà pourquoi ce genre d'installation, ça existe et ça peut être intéressant. Donc par rapport à la pose donc on a aussi la pose sur châssis. Donc là, ça peut être sur des toits terrasses d'immeubles, par exemple, ou ça peut être au sol, donc sur des grandes centrales. Donc là, vous voyez des exemples, soit effectivement sur la toiture d'un immeuble, c'est ce qui se fait souvent pour les installations solaires collectives, ou effectivement sur un terrain qui n'était pas utilisé, une friche sur lequel on peut mettre un champ capteur. Donc là, c'est le cas du réseau de chaleur de Narbonne. Et enfin, un dernier exemple d'intégration, c'est en brise-soleil. Donc là, en fait, on a une structure métallique qui est ici,
et qui est posé entre deux bâtiments. Et donc, les capteurs sont au-dessus. Et là, en fait, au milieu, c'est un passage de camion pour la fourniture de la biomasse. Donc, je laisse ici, il y a un témoignage vidéo sur le réseau de chaleur de VOREP qui a été fait. Donc, vous avez deux vidéos, une vidéo courte et une vidéo plus longue qui explique vraiment le fonctionnement d'un réseau de chaleur. Donc, je vous invite à aller les voir, elles sont très intéressantes. Et donc, voilà, on a ce type aussi d'intégration. Tu peux poser les questions. Alors, la première, c'est sur la possibilité d'intégrer du solaire thermique en altitude, Oui. notamment avec les contraintes neige et froid. Est-ce que c'est quand même viable, même si les logements sont occupés principalement l'hiver? Et puis, Oui. je fais un package avec les questions de grêle. Ok. Alors, il faut savoir que les capteurs sont soumis à des, un peu comme autant le photovoltaïque que le thermique, les capteurs sont soumis à des normes. Et donc, dans ces normes, on étudie la contrainte à la neige et à la grêle. Donc, ils sont testés et ils doivent avoir une certaine résistance. Normalement, pour en altitude, effectivement, on vérifie que les capteurs sont résistants à ces altitudes. Une autre chose qu'il faut vérifier quand on installe en altitude, c'est que les capteurs ne soient pas sous la neige. Donc là, il faut laisser un espace entre le sol et les capteurs pour que la neige s'écoule et qu'elle soit bien en dessous des capteurs. Souvent, ce qui est fait, c'est qu'on les met, comme je vous ai montré, en façade. Parce qu'en façade, donc là, je vois des logements qui sont principalement occupés de l'hiver. Donc, effectivement, si on les met en façade, on va optimiser la production l'hiver. Et en plus, la neige, elle ne va pas rester parce qu'elle va s'écouler au sol. Donc, ça va permettre de gérer toutes ces contraintes. À savoir quand même que maintenant, en station, en altitude, on commence à de plus en plus venir l'été. Hein, donc, ça va être très intéressant durant les 2 saisons d'avoir du solaire thermique. Ok, du coup, d'autres questions sur les différences de coûts d'installation entre les différentes solutions d'intégration et aussi les différences de rendement. Alors, on n'a pas forcément, pour la différence de rendement, on n'a pas forcément de différence de rendement. Effectivement, les capteurs photovoltaïques, pour information, ils fonctionnent moins quand ils montent haut en température. D'où le fait qu'effectivement, quand ils sont en intégration, on dit qu'ils fonctionnent un peu moins bien parce que comme ils sont enfermés, ils chauffent plus vite. Pour le thermique, on va dire il y a moins d'impact. Par contre, effectivement, les capteurs risquent de monter plus haut en température et donc on a un peu plus de risque de surchauffe de l'installation. Mais après, ça se gère par le dimensionnement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment juste pour la partie un peu de surchauffe. Différence de coût, effectivement, quand on fait en intégration, bon, ça va coûter un peu plus cher parce qu'il faut. Alors, pour une maison neuve, on peut prévoir, effectivement, au moment des travaux, de prévoir l'espace pour les capteurs. Si c'est sur de la rénovation, il faut prévoir de découvrir la toiture, de faire l'intégration et de recouvrir par-dessus. Donc, ça peut effectivement coûter, en général, la pose plus cher pour de l'intégration que pour de la surimposition. J'en profite, j'ai vu, oui, les architectes de bâtiments de France, effectivement, attention, on a les zones qui sont sujettes à l'avis des architectes de bâtiments de France. Et donc, souvent dans ces zones-là, avec le patrimoine, ils demandent, c'est vraiment une forte recommandation de mettre des capteurs en intégration. Donc, dans ces zones-là, souvent, on n'a pas trop le choix que de passer sur de l'intégration. Une autre question sur l'intégration des études de faisabilité et de rentabilité dans les dispositifs MaPrimeRénov'. Je ne suis pas sûr que… Non, MaPrimeRénov', on ne demande pas d'études de faisabilité pour le particulier. Non, pour le particulier, ce n'est pas demandé. Par contre, pour MaPrimeRénov', il faut que les installateurs soient qualifiés, soit le Quali Saisie, soit le Quali Combi, si on fait du chauffe-eau individuel ou du système solaire combiné. Après, eux, ils ont des chartes à respecter au niveau de l'inclinaison des capteurs, de
de l'orientation pour favoriser le rendement et donc la performance de l'installation. Et après, ils peuvent avoir des audits de ces installations-là et suivant les audits, on peut leur demander effectivement de prouver que l'installation est intéressante suivant l'inclinaison et l'orientation. Ça peut être demandé lors d'un audit. Allez, encore une question et puis on va continuer, on répondra à toutes les questions de toute façon. Sur les DTU qui ne couvriraient pas l'installation de panneaux solaires au-delà d'une certaine altitude. Ça, c'est au niveau effectivement, des avis techniques. Donc ça, c'est aussi une norme plutôt française. Donc certains capteurs, on ne peut pas les installer en altitude parce que les avis techniques ne sont valables que jusqu'à, par exemple, 1100 mètres. Et donc au-delà de 1100 mètres, l'avis technique n'est plus valable. Et il faut savoir que certaines assurances demandent un avis technique pour la pose des capteurs principalement en intégration, enfin seulement en intégration en fait. Et donc effectivement, si le capteur n'a pas cet avis technique, l'assurance ne prendra pas en charge les éventuels dégâts. Très bien. On répondra à la dernière question tout à l'heure. On peut continuer la présentation. Okay. Donc, idée reçue numéro 5, le solaire thermique surchauffe et c'est dangereux. C'est faux. Enfin, bon. Le solaire thermique peut surchauffer, ça arrive. Mais en général, une installation qui est bien dimensionnée et bien entretenue, j'insiste sur le bien entretenu, ne surchauffe pas. Alors, ça peut arriver que votre installation surchauffe. Par exemple, s'il y a une coupure de courant et que du coup, il n'y a pas de circulation, ça peut arriver. Si ça arrive 1-2 fois dans l'année, ce n'est pas grave. Ça peut faire du bruit, ça peut être impressionnant, mais par contre, il n'y a pas spécialement de risque. Ça ne prend pas feu, hein, c'est de l'eau qui circule. Donc, si votre installation, elle prend feu, ce n'est pas la faute des capteurs solaires thermiques. C'est qu'il y a un autre problème, peut-être au niveau électrique ou autre. Mais en tout cas, au niveau des capteurs solaires thermiques, il n'y a pas de raison qu'il y ait de feu, parce que votre fluide, souvent, c'est de l'air ou de l'eau. Donc, il n'y a pas de risque. Ensuite, donc, une installation bien dimensionnée et bien entretenue ne surchauffe pas. Il existe, les fabricants ont différentes solutions pour parer ce problème. Donc, déjà, ça se passe au niveau du dimensionnement du ballon de stockage, qui va permettre d'accumuler l'énergie produite par les capteurs. Donc là, la surchauffe, c'est plutôt un problème avec l'eau. Hein. Avec l'air, il n'y a pas de problème. C'est juste que l'eau, quand elle surchauffe, elle vaporise et effectivement, ça peut faire un peu de bruit dans les canalisations. Le plus gros dégât que vous pouvez avoir, c'est que ça peut effectivement créer des fuites. Mais ça, c'est vraiment si ça arrive trop souvent et en gros, si votre installation n'est pas bien entretenue. Donc, pour éviter les surchauffes, on peut soit valoriser le solaire pour des usages, donc le bouclage sanitaire pour les logements collectifs, ou pour la piscine, parce qu'en fait, plus vous utilisez l'énergie, moins vos capteurs vont monter haut en température. Soit on a des systèmes de décharge, comme mettre un aérotherme, donc un ventilateur à l'extérieur qui va venir décharger l'énergie excédentaire des capteurs. Vous avez aussi les systèmes auto-vidangeables, qui est une technologie qui en fait vide les capteurs par gravité quand on n'a pas besoin d'énergie solaire. Donc, il n'y a pas de fluide dans les capteurs, donc pas de surchauffe du fluide, de l'eau qui circule dans les capteurs, parce qu'il n'y a plus de fluide. Il existe aussi des capteurs à limitation de température. Donc là, c'est un jeu avec les vitres qui fait que plus le capteur monte haut en température, moins le capteur récupère d'énergie. Et donc, en fait, il va plafonner à 80 degrés. On ne va pas monter à 100 degrés. Et donc, il n'y a pas de vaporisation. Donc là, il n'y aura pas de problème. Et il y a aussi différentes fonctions de régulation, comme par exemple vider le ballon la nuit pour repartir le matin et pouvoir bien emmagasiner toute l'énergie de la journée et éviter les surchauffes. Donc, pas trop de problèmes là-dessus. Et surtout, ce que vous risquez le plus, c'est des fuites. Donc là, il faut toujours faire vérifier une installation. L'entretien, c'est comme pour tout système de chauffage et d'eau chaude, il faut une maintenance régulière. Mais sinon, il n'y a pas de problème majeur. Alors, nouvelle question, où sont produits la majorité des capteurs solaires thermiques qui sont installés en France?
Bon, je m'attendais un peu à cette bataille entre l'Europe et l'Asie. Alors, effectivement, si le photovoltaïque est actuellement assez chinois, même si on revient avec des technologies plutôt d'autres pays, bah, il faut savoir que sur le solaire thermique, on est plutôt sur de l'européen. Alors, même si effectivement, si on regarde sur les constructeurs de capteurs solaires thermiques, effectivement, les Chinois sont toujours les premiers. Alors, il faut savoir que Green One Tech, là, on met que en fait, c'est autrichien. Ça a été chinois pendant un petit moment, qu'il y a eu un petit rachat, mais c'est redevenu 100% autrichien. Et donc, c'est produit en Europe. Donc, donc, même si effectivement, en tête du classement, on voit plutôt des producteurs chinois, en fait, les Chinois font pour eux. Et en Europe, on fait majoritairement pour l'Europe. On a aussi beaucoup de fabricants français, donc on a des emplois locaux et ça peut nous permettre d'avoir une certaine indépendance énergétique. Donc le solaire thermique, c'est intéressant parce que là, vous avez vraiment du local. Donc pourquoi on reste sur un marché européen? J'avoue que j'ai posé la question à d'autres fabricants. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont une réponse à donner. Ce qu'on dit souvent, c'est que en fait, ce qui coûte le plus cher dans le capteur solaire thermique, ce sont les matières premières. Et donc, du coup, qu'on produise en Europe ou en Chine, c'est pas ça qui va changer foncièrement le coût de production. Et donc, du coup, on reste sur, on prend localement. Parce qu'il n'y a pas grande différence avec le coût du marché chinois. À savoir que si on regarde, pour vous donner une idée de ce qui se fait en Union européenne, le pays qui installe le plus de capteurs solaires thermiques, c'est l'Allemagne. Donc ça pour vous montrer, tout à l'heure on parlait de la différence nord-sud. Là ce que vous voyez c'est que le pays qui installe le plus de capteurs solaires thermiques en Europe, ce n'est pas un pays du sud, mais c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne est premier et la France on est quand même sixième, ce qui est plutôt pas trop mal dans le classement. Et ce qu'on remarque aussi, un des pays qu'on voit ici, le Danemark, en fait, c'est un pays qui installe le plus au niveau des réseaux de chaleur. Voilà. Avant de continuer, Ouais. Julie, je vais te poser les questions Ouais. qui, euh, qui ont été posées avant. Est-ce que tu peux donner des ordres de grandeur de temps de retour sur les installations individuelles et collectives? On le voit après, ça. D'accord. Je garde ça pour Comment, après. comment on Oui. déclare une installation par rapport à un assureur? Est-ce qu'il faut s'attendre à une surprime? Comment on déclare par rapport à un assureur? Bonne question. Ça, je vous avouerai que j'aurais malheureusement pas la réponse. Mais dans le Euh, webinaire prochain, on vous promet de répondre à cette question. ouais. C'est Du coup, ouais, je vais chercher l'information. De ce que j'ai comme retour, il n'y a pas forcément de souci, à part pour les capteurs en intégration, où là, comme je l'ai dit, il faut l'avis technique. Parce que si vous n'avez pas l'avis technique, les assureurs refusent de- d'assurer. Pour les autres types d'installations, il n'y a pas spécialement de surprise. Ce que je peux dire par contre par rapport à l'installation de capteurs au sol, pour du châssis au sol, pour les particuliers, il faut faire attention au niveau déclaration de permis de construire si ça dépasse une certaine surface au sol. bon, ça me permet d'enchaîner sur la question qui vient après, c'est euh, par rapport justement à cette installation au sol, Mhm. quelles sont les contraintes réglementaires et urbanistiques qui s'imposent? Alors, les contraintes, alors ça va aussi dépendre des architectes de bâtiments de France, si vous êtes dans une zone qui est soumise. Au niveau du châssis, il faut, comme je disais, du coup, faire attention au niveau surface installée qu'il faut déclarer, suivant la surface. Suivant la surface. Après, il faut faire attention, il y a cette contrainte par rapport à la neige et aussi par rapport à la prise au vent.
Donc là, en fait, il faut que les capteurs ils soient bien, par rapport au châssis au sol, il faut que ce soit bien fixé sur des lestes en béton pour qu'il n'y ait pas de risque d'envol. Et aussi, il faut qu'il y ait une certaine distance dans les zones à risque de neige avec le sol pour éviter que vos capteurs prennent la neige par le dessous. Donc ça, c'est Voilà, plus donc ça, une c'est les contrainte contraintes. technique que Oui. urbanistique. Ok. Ouais. Bah, Euh, urbanistique, bah, voilà, ça va être ça va être peut-être demande de pose de permis de construire, mais ça, c'est à se renseigner par rapport à la mairie. Après, sur les grandes surfaces, ça va dépendre de la taille de l'installation. Si on part vraiment sur du 100 000, 400 000 mètres carrés, là, il peut demander des études environnementales pour ces surfaces-là. Mais là, ça dépend de la surface. Il faut savoir que le solaire thermique, il y a encore un petit peu de flou par rapport aux centrales solaires photovoltaïques qui sont plus encadrées. Et voilà, effectivement, les contraintes urbanistiques, ça dépend du PLU. Ouais. Merci. Dernière question avant qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on entend par installation bien entretenue? Quelle est notamment la périodicité des visites et le coût d'entretien qu'il faut prévoir? Alors, en général, on dit 1 à 2 visites par an, une avant la reprise de la saison de chauffe. Donc là, c'est plutôt sur les systèmes de chauffage pour s'assurer que tout va bien. Et une avant l'été pour s'assurer qu'on a bien remis de la pression. Parce qu'en fait, c'est comme un système de chauffage classique. Je ne sais pas si vous faites ça sur vos chaudières gaz, par exemple, de remettre de la pression dans votre installation. Pour une installation solaire thermique, c'est pareil, il faut remettre de la pression. Et effectivement, s'il n'y a pas la pression qu'il faut, alors déjà, c'est peut-être parce que si vous avez une perte de pression, c'est peut-être parce qu'il y a une fuite quelque part, donc c'est à vérifier. Et aussi, c'est cette perte de pression qui peut créer aussi des surchauffes de votre installation et donc un mauvais fonctionnement. Donc les actions de maintenance en général, c'est effectivement vérifier la pression, vérifier qu'il n'y a pas de fuite, vérifier que les circulateurs pour le fluide fonctionnent bien. Ça va être toutes ces petites actions de maintenance. Pour du particulier, je ne voudrais pas dire de bêtises, surtout qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier au niveau des matières premières et des augmentations de tarifs. Il me semble qu'on est entre... en fait, ça va être un système comme un système de chauffage classique, peut-être dans les 200-300 euros par an de maintenance, en comptant les petites pièces. Parfois, vous pouvez avoir des packages avec votre chaudière, par exemple. Donc ouais, ça dépend vraiment. Là, pour le coup, je ne saurais pas trop dire. Voilà, après, il peut y avoir des pièces à changer, hein, mais voilà. Bon, du coup, c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, mais quelle est la durée de vie des capteurs? Du coup, je ne sais pas pourquoi c'est venu directement sur celle-ci. Ok, donc effectivement, la durée de vie des capteurs solaires thermiques, c'est au moins 20 ans. En fait, effectivement, la durée qu'on prend, c'est 20 ans. Donc, l'idée reçue, c'est le solaire thermique a une durée de vie limitée et n'est pas recyclable. Donc, ça, c'est faux. Donc, les capteurs ont une durée de vie d'au moins 20 ans, à condition toujours que l'installation soit bien entretenue. Parce que si vous avez des surchauffes, donc par le fait que vous ne l'entretenez pas, les surchauffes, ça peut, comme on a dit, créer des fuites et ça peut endommager les capteurs. Et donc là, dans ce cas, il faudra les changer. Donc, si vous entretenez bien votre installation, les capteurs ils peuvent durer extrêmement longtemps. Donc, on a l'exemple par chez nous de la piscine de Montmélian qui a 220 mètres carrés de capteurs solaires thermiques. L'installation, elle date de 1983 et elle est toujours active. Donc, les capteurs, ils ont bientôt 40 ans et ils fonctionnent toujours autant. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu des actions de maintenance, des changements peut-être de circulateurs, etc. Les ballons aussi ont une durée de vie moins importante. Mais par contre, les capteurs solaires thermiques, du moment qu'ils sont bien entretenus, ils peuvent durer très longtemps. Au niveau du recyclage, on est sur des matériaux qui se recyclent très bien. Du verre, l'isolant, c'est souvent des laines minérales, donc de la laine de roche par exemple, laine de verre, du cuivre et de l'aluminium. Et ce sont des matériaux qui, dans le capteur, se séparent très bien. Donc, ce sont des systèmes qui sont recyclables. L'ADEME a fait une étude qui dit que l'impact carbone d'un kilowattheure de production solaire thermique est parmi les plus faibles du marché. Donc, on est à 8 grammes de CO2 par kilowattheure pour le capteur seul et on peut monter jusqu'à 60 grammes par kilowattheure si on inclut le stockage et tous les systèmes autour de l'installation solaire thermique. Donc,
Après, ce chiffre, il varie effectivement en fonction de la taille de l'installation. Pour comparer une installation solaire photovoltaïque, on est donc vraiment pour l'installation, donc tout le matériel compris, on est entre 30 et 50 grammes CO2 équivalent par kilowattheure. En fait, ce sont des installations qui ont un temps de retour carbone qui est très bas. Idée reçue numéro 8, le solaire thermique coûte cher et n'est pas rentable. Donc là, c'est justement là où on parle du coût. Alors, je pense que tout le monde est au courant du fait que aujourd'hui, on a une forte hausse des énergies, donc de l'électricité, du gaz et même du granulé. Donc là, ce sont les chiffres les plus récents qu'on a. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le kilowattheure solaire, vous le payez au début parce que vous avez votre installation, mais vous allez aussi installer une chaudière granulée ou une chaudière à gaz. Donc, il y a toujours un coût de l'installation. Mais une fois qu'elle est installée, le kilowattheure solaire que vous allez produire, l'énergie que vous allez produire avec vos capteurs solaires thermiques, elle est gratuite. C'est zéro. Donc, on a un coût fixe pour l'énergie solaire. Sur le coût d'une installation, là, ça va être un peu compliqué pour moi de vous dire parce que, vu le contexte actuel, c'est très, très compliqué et surtout, ça va dépendre de la taille de votre installation. En général, pour du particulier, pour de l'eau chaude et du chauffage, on est entre 1 000 et 2 000 euros hors taxe par mètre carré de capteur, donc tout compris capteur, ballon, régulation, pompe et pose du matériel. Donc je dis ça, mais après, voilà, ça va dépendre de la technologie que vous choisissez, parce qu'il y a plus ou moins, des technologies qui sont plus ou moins chères. Ça dépend de beaucoup de choses. Et la rentabilité d'une installation par rapport à ce qu'on parlait du temps de retour sur investissement, ça dépend de son usage et de l'énergie que vous remplacez. Il y a encore quelques années, si on remplaçait si on mettait sur une installation au gaz une installation solaire thermique, effectivement, le coût du gaz étant relativement bas, on avait des temps de retour sur investissement de l'installation solaire qui étaient quand même très hauts. Parce que du coup, le gaz étant peu cher, c'est difficile. Aujourd'hui, je pense que la situation, elle va un peu changer. Le gaz étant maintenant plus cher, on va avoir des temps de retour sur investissement du solaire thermique qui vont diminuer. Pour donner une ordre d'idée, les études pour les systèmes de chauffage, c'est ce que je connais le mieux, il y a quelques années, on était sur du 18 ans de retour sur investissement pour une solution remplaçant du gaz. Là, je parle d'il y a quelques années, donc quand le coût était encore convenable. Et sur, par exemple, du fuel qui était plus cher, là, on avait des temps de retour sur investissement de 8 ans. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est difficile, mais on peut souvent avoir un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans. Si je prends l'exemple du réseau de chaleur de Narbonne, donc le prix de la chaleur, comme je vous l'ai dit, il est inférieur au coût de la chaleur qu'ils avaient avant de 2018. Et on a un temps de retour carbone par rapport au cycle de vie de l'installation, donc à son coût carbone, qui est de 1,25 ans. C'est-à-dire qu'en 1,25 ans, l'installation, elle a rentabilisé son coût de production, enfin le coût de CO2 de la production de cette installation. Ensuite, pour les aides des particuliers en rénovation, donc effectivement, il y en a qui en ont parlé. Il y a les C2E, certificats d'économie d'énergie. Il y a MaPrimeRénov'. On a une TVA à 5,5 pour la rénovation et on peut être éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Il faut se renseigner auprès des espaces Info Énergie pour connaître les aides locales. Par contre, il n'y a aucune aide dans le logement neuf actuellement. J'essaie d'accélérer un peu parce que il est déjà midi. Les subventions de l'ADEME, on a aussi pour les grandes installations le fonds chaleur. Donc là, ce sont les ratios de 2021-2022. Je ne sais pas encore ce que ça va être en 2023, mais je crois que ça va plutôt augmenter au niveau des aides. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce sont pour les surfaces supérieures à 25 mètres carrés et inférieures à 500 mètres carrés. Après, vous avez d'autres types d'aides qui existent. Donc à se renseigner auprès de l'ADEME. Donc, on a des aides sur les systèmes solaires combinés et sur les chauffe-eau solaires collectifs. Et on peut avoir aussi des aides pour les réseaux de chaleur. Attention cependant, il faut prouver la productivité de l'installation. Donc là, on a besoin de faire une étude de faisabilité pour ces installations. Alors, est-ce que vraiment c'est rentable, ou pas rentable justement? Il faut savoir que c'est quand même un gain pour la collectivité. Le solaire, c'est des emplois qui sont non délocalisables, les études, les installations et l'exploitation.
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines, hein, parce que, comme on l'a dit, le solaire, c'est une énergie gratuite, ce n'est pas un combustible, donc c'est totalement neutre au niveau des émissions. Il y a juste la production qui coûte, mais comme on l'a vu, ça se rentabilise très très vite au bout d'1 an, 2 ans. Et surtout, c'est de la production d'énergie locale. Hein, il n'y a pas besoin d'importer du combustible. C'est un gain pour le maître d'ouvrage parce qu'on a une facture qui est plus faible. Et aussi, on peut communiquer de manière plus verte en disant qu'on a installé une énergie renouvelable. Et c'est aussi un gain pour la planète parce que ce sont des matériaux qui sont plutôt courants, donc pas rares. Et donc là, on n'utilise aussi pas de combustible, donc on ne prend pas dans ces réserves-là et on lutte contre la pollution. Et je crois que j'ai fini. Donc du coup, on va peut-être répondre encore à quelques questions, mais du coup, pour le prochain webinaire. Voilà. Salle de questions. Donc du coup, j'essaie de me... Voilà. On a parlé de climatisation. Ce détournement de la chaleur a-t-il été poussé à l'extrême pour la production de froid? Quelles sont les expériences des sites actuellement en fonctionnement? Je ne connais... Il y en a, hein. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'on en a par chez nous. On a un bâtiment qui a une installation de climatisation solaire. Et on a aussi une société qui est française, donc qui s'appelle Helioclim et qui fait des systèmes capteurs plus machine à absorption pour le froid. Et donc qui vont prochainement faire une installation sur un bâtiment, sur un centre commercial pour la climatisation. Et donc, ça va être beaucoup d'installations comme ça, hein, de climatisation sur des bâtiments de ce type. Là aussi, pareil, peut-être que je pourrais me renseigner pour le prochain webinaire de savoir si je trouve d'autres installations. Mais ça existe. Ça se développe. Qu'est-ce qui explique la différence entre la France et l'Allemagne en termes d'installation solaire thermique? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent de l'expliquer ou un contexte? Alors, là-bas, ils utilisent beaucoup de charbon. Donc, je pense que je vais aussi me renseigner. Mais effectivement, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'aide sur les installations. Et aussi, je crois que chez eux, l'énergie coûte plus cher. Donc, c'est plus avantageux pour eux d'avoir ce type de système que de payer les factures. Très bien. Une réaction sur les réseaux de chaleur. Il faut comparer le mégawatt solaire avec le mégawatt bois. Et là, je vous renvoie à notre webinaire spécial sur le solaire thermique dans les réseaux qui a lieu pas dans une semaine ni dans 2 semaines, mais dans 3 semaines. Et auquel on répondra à toutes ces questions. Les machines à absorption consomment-elles de l'électricité? Oui, bien sûr, mais le bilan par rapport à une pompe à chaleur classique, vous verrez qu'il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue énergétique en tout cas. Et je pense qu'on arrive au bout des discussions ou des questions. Je ne veux pas laisser les personnes partir sans répondre à un dernier questionnaire sur ce que vous avez pensé de ce webinaire de ce matin, en vous remerciant bien sûr tous d'être présents malgré les difficultés de lien Zoom au démarrage. On s'excuse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, quel est le programme de la semaine prochaine, Julie? Oui, merci à tous. Et donc la semaine prochaine, on revoit les fondamentaux. Donc on reparle un peu plus précisément des différentes technologies de capteurs qui existent et comment ça marche. On revoit les différents types d'installations, mais un peu plus en détail. On va reprendre aussi quelles sont les performances des installations. Donc en gros, qu'est-ce que couvrent ces installations en moyenne au niveau des consommations.
On va parler du solaire thermique dans la RE 2020, qui commence à être un sujet important, hein. Elle vient d'être mise en place, donc on va en parler. Et après, on va commencer à parler de comment on intègre du solaire sur les réseaux de chaleur. Et ben voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci, au revoir.